merci d'accepter notre interview. Vous êtes donc membre du GIEC. Ancien membre du GIEC, oui. Médaille d'or du CNRS en 2002 et glaciologue, surtout, ouais. climatologue. Ouais. Et vous, dernièrement, en 2019, vous êtes devenu membre de la gouvernance de la Convention citoyenne instituée par Emmanuel Macron. Alors commençons par le global, avant de passer aux questions plus locales concernant la France et l'Europe. Que pensez-vous du désastre climatique en Australie, actuellement, qui ravage un continent entier, dû à la politique d'un climato-sceptique? Scott Morrison. Bon, alors, disons par rapport à l'Australie, on peut effectivement réagir en tant que citoyen du monde, et c'est vraiment un véritable désastre. On en est à 8 millions d'hectares, c'est quand même... J'aime bien dire que c'est le Grand Ouest en France, ça veut dire c'est la Bretagne, ma Bretagne natale, la Normandie et les Pays de Loire, à peu près une douzaine de départements. Il faut se rendre compte, c'est... voilà, donc c'est quelque chose avec... on parle maintenant de... probablement d'1 milliard d'animaux qui ont été, disons, victimes de ces incendies, c'est aussi énorme. Bien sûr, et avec certains animaux emblématiques, évidemment, des kaolas, donc voilà. Donc du point de vue du citoyen, c'est quelque chose d'extrêmement, vraiment extrêmement dramatique. Du point de vue du climatologue, alors effectivement, les questions qu'on se pose, elles sont... En fait, il y a quand même 2 questions qui sont intéressantes à se poser et qu'on nous pose. Enfin, surtout des collègues qui sont directement impliqués, comme Robert Vautard, par exemple. Eh bien, première question, est-ce que ces événements sont attribuables ou non au réchauffement climatique? En fait, pour répondre de façon scientifique, il faut prendre un peu de temps. Et donc mes collègues regardent l'attribution de ces événements ou non au réchauffement climatique. Et ils ont promis une réponse dans quelques semaines. Mais déjà, ce qu'on peut constater, c'est que, enfin, quand on regarde les 3 paramètres principaux, hein, disons, qui sont en fait à l'origine de ces incendies, eh bien, c'est évidemment la sécheresse, les vents et la température. Alors quand on regarde les tendances des vents et les tendances des sécheresses sur, disons, les dernières décennies, il n'y a pas vraiment de tendance. Hein, donc quand on regarde leur évolution. Et en fait, le paramètre qui vraiment sort de façon très claire de l'épure, ce sont les températures. Hein, il y a vraiment un réchauffement très important. On est sur des températures qui ont atteint, voire pas loin de 50 degrés, 48 à Melbourne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant et qui effectivement a très probablement contribué à faire. Donc ce réchauffement, lui, il est bien d'origine humaine. Et donc on voit bien que derrière ce constat d'un réchauffement lié aux activités humaines, il y a aussi disons, potentiellement le constat d'incendies qui sont déjà liés aux activités humaines. C'est ce qu'on peut dire. Et donc Scott Morrison a vraiment... tort lorsqu'il dit que, disons, ces événements sont tout à fait naturels. C'est très probablement pas le cas. Alors, il y a un point qui est aussi intéressant du point de vue du climatologue, c'est quand même que là, on arrive à des températures telles, hein, 48 degrés, qu'on est dans un contexte très particulier, c'est-à-dire de nuages qu'on appelle des pyrocumulus, ou alors pratiquement des orages de feu. Hein. Donc des nuages qui sont, disons, qui se créent, qui sont pratiquement... où les éclairs, qu'il n'y a pratiquement pas de précipitation. Hein, donc on comprend bien que dans ces cas-là, si vous avez un orage avec des éclairs, mais beaucoup de précipitations, en dessous, les risques d'incendie sont quand même pas très importants. Mais avec un orage pratiquement sec, c'est-à-dire beaucoup d'éclairs et très peu de précipitations, c'est ce qui se passe hein, dans ce contexte justement très chaud. Eh bien, ça accélère évidemment, ça participe évidemment au départ de feu, c'est très clair, dont beaucoup sont naturels. Alors évidemment, la deuxième question qui est tout aussi importante, et là, disons, notre communauté est très affirmative, oui, de façon très claire, ces incendies risquent, disons, les incendies risquent de s'intensifier dans un climat plus chaud. Ça, c'est très clair parce que, justement, la température est ce paramètre important, mais il y a aussi des risques de sécheresse supplémentaires et la combinaison des deux, évidemment, sont, disons,
mais malheureusement favorable à des incendies de plus en plus importants. Évidemment, s'il n'y a plus de surface à brûler, en tout cas les risques d'incendie en un endroit donné sont plus importants. Ensuite, la surface qui brûle, évidemment, s'il y a 8 millions d'hectares qui ont déjà brûlé, cette partie-là, disons, la végétation a aussi du mal à repartir, puisque l'incendie est tellement violent que, disons, on dit que les graines qui pourraient aider, qui généralement, ou les arbres, il faut quand même des arbres dans une végétation pour cette végétation puisse repartir, et bien là, ça sera difficile à la végétation de repartir assez rapidement. Donc on est vraiment dans un contexte extrêmement, c'est un véritable désastre, c'est clair. Justement, parlons-en des arbres, parce qu'il y a un autre désastre qui est en train de se faire à cause d'un autre politique venu au gouvernement Pareil. très dernièrement, c'est Bolsonaro, bien sûr. qui décide de la déforestation. Oui, donc c'est vrai que cette déforestation, enfin bon, là aussi l'Amazonie, bon, il y a toujours des incendies, mais le fait qu'elles aient été, donc, disons que elles sont téléguidées en ce sens que, eh bien, il y a un encouragement à finalement accroître les surfaces cultivables aux dépens des forêts amazoniennes. C'est ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas non plus, d'une certaine façon, nous sommes aussi, enfin nous, collectivement les Français, en tout cas, comme vous savez, c'est aussi très généralement pour produire du soja qu'on utilise aussi en Europe. Hein. Donc on peut aussi se poser des questions sur... disons, ce lien entre la façon dont l'agriculture se développe chez nous et finalement eh bien, ce souhait des Brésiliens de développer les cultures de soja sur de nouvelles surfaces. Et c'est ça qui les incite disons, à en fait, étendre les brûlis, disons, à augmenter finalement la déforestation. Et ceci, alors, jusque-là, avec Dilma Rousseff, eh bien, il y avait plutôt, disons, on mettait le haut là sur la déforestation. Il y avait un engagement du Brésil à limiter la déforestation. Et effectivement, Bolsonaro a complètement ouvert les vannes. Et c'est bien une décision politique de Bolsonaro pratiquement d'encourager, je dirais presque, le développement de l'agriculture et par là même la déforestation, soyons clairs. Dans le monde, pour arriver quand même à quelques aspects positifs, est-ce que vous voyez un modèle à suivre? Oui, bien sûr, oui, on parle toujours avec une certaine admiration des pays nordiques. C'est vrai qu'ils ont un certain mérite, des pays nordiques, alors bon, peut-être en tout cas la Suède, par exemple, alors ils ont un mérite finalement à s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisque de façon claire, ils ne sont pas aux premières loges des conséquences. Hein. Même si on regarde par exemple l'an dernier, enfin il y a maintenant 2 ans, en 2018, la Suède par exemple a été victime d'incendies quand même assez, disons, assez désastreuses, hein, qui ont causé des dégâts assez importants en Suède. Mais des pays comme cela ils sont intéressants parce qu'effectivement il y a des véritables objectifs, hein, donc importants. C'est peut-être plus facile dans un pays d'une dizaine de millions d'habitants que dans des plus grands pays, mais il y a une véritable stratégie. Il y a aussi ce qu'on regarde avec une certaine, en tout cas beaucoup d'attention, c'est que c'est un des pays qui a réussi à mettre en place une véritable fiscalité environnementale. Hein. Donc quand on va parler de taxe carbone, ils ont une taxe carbone importante qui ne nuit pas du tout à leur économie. En gros, ce que nous n'avons pas su faire en France, puisque l'augmentation de la taxe carbone a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Donc oui, il y a des pays qui, en tout cas, jusqu'ici, sont assez exemplaires à la fois dans les résultats, dans leurs objectifs, dans les résultats, et je pense aussi dans la façon dont ils mettent en œuvre leur politique de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, d'une certaine façon, dans notre pays, alors notre pays, on est extrêmement, je dirais, positif, extrêmement actif dans les textes. Hein. Par exemple, la loi sur la transition énergétique, donc là, je dirais que l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, hein, on le doit beaucoup à Nicolas Hulot, est quelque chose de très ambitieux. Donc dans les textes, on ne peut pas reprocher à notre pays d'être, disons, d'être timide. Il y a un véritable... Mais le problème de notre pays, on le sent bien, vous m'avez parlé de la Convention citoyenne, eh bien, c'est que les textes ne sont généralement pas respectés.
Donc on voit bien que, et c'est justement l'objectif de la Convention citoyenne, que de proposer des solutions pour que la France respecte ses objectifs, donc diminution d'au moins 40% par rapport à 90 d'ici 2030 de nos émissions. Et ça ne va pas se faire sans inflexion de nos politiques, plus qu'une inflexion. Ça, disons, si on veut des propositions qui permettent réellement de respecter cet objectif et de se mettre aussi sur une trajectoire de neutralité carbone pour 2050. Certains ont parlé de mesures radicales, mais en tout cas, je ne sais pas, peut-être pas radicales, mais en tout cas de mesures significatives. Ça ne sera pas continuer et rien à voir. On ne peut pas, disons, c'est même plus qu'une inflexion. Disons, si on veut réussir, si on veut respecter les objectifs, et ils sont inscrits dans la loi, il ne s'agit pas de changer la loi, ça devrait être des mesures significatives. Vous avez toujours défendu l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables, ainsi que, en particulier, l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets dessus? Oui, alors du point de vue de l'énergie, c'est vrai que, donc d'un côté, bien sûr, disons, clairement, je défends, bien sûr, l'objectif il est clair, puisque l'énergie, je rappelle simplement, c'est pratiquement 80% des émissions de gaz à effet de serre, 70% en France à peu près, donc lié aux combustibles fossiles. Les combustibles fossiles contribuent largement à nos émissions de gaz à effet de serre, donc évidemment, et c'est aussi une large part de notre énergie. Donc il faut absolument, si on veut réussir cet objectif, il faut se pencher sur le problème énergétique, qui joue pour 80%. Les 20% restants, c'est quand même plus l'agriculture, le méthane, le protoxyde d'azote, mais le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, c'est vraiment l'énergie. Il faut se sortir de ce, disons, de ce cercle vicieux d'utilisation d'un développement de notre économie basé sur les combustibles fossiles. Alors en face, il y a, disons, qu'est-ce qui ne produit pas de combustibles fossiles? Il y a, je dirais, d'un côté le nucléaire, de l'autre les énergies renouvelables. Donc je ne suis pas anti-nucléaire. D'ailleurs, je suis toujours directeur de recherche au CEA. Je commence ma 52e année au CEA, donc je n'y serais pas resté si je l'étais. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé, et vous avez raison de le dire, aux énergies renouvelables, et j'y suis extrêmement favorable. Oui, une de mes fiertés, c'est d'avoir eu le trophée des énergies renouvelables il y a maintenant 2 ans, voilà, en 2018. Ceci étant, j'ai été co-rapporteur au titre du Conseil économique, social et environnemental de la loi sur la transition énergétique, et il nous a semblé, et c'est vraiment la ligne sur laquelle je suis, que, disons, cette loi qui certes demande une diminution du nucléaire, mais bien sûr un maintien du nucléaire, puisqu'on parle de 50% du nucléaire en termes d'électricité, est assez équilibrée, puisque justement elle permet un développement du renouvelable, enfin on l'espère, voilà. Donc les renouvelables, disons, clairement, j'ai dû déjà le dire, je crois difficile, même si certains l'envisagent, d'avoir une énergie complètement décarbonée en France sans garder une partie de nucléaire, une part de nucléaire. Mais le développement, c'est vraiment au niveau du renouvelable. C'est vrai, je pense, pour la France, mais c'est aussi vrai au niveau planétaire. Au niveau planétaire, on peut espérer, disons, 50% de notre énergie, que 50% de notre énergie, alors on ne parle pas simplement d'électricité, mais aussi de chaleur, de mobilité, soit d'origine renouvelable à l'horizon 2050. Alors que du côté du nucléaire, on ne peut pas espérer plus de 5 à 10% d'énergie au niveau planétaire. Donc voilà où nous en sommes. Donc c'est pour ça que je suis attaché au développement des renouvelables. Pour moi, les renouvelables, ça dépend, bon, bien sûr, disons les têtes d'affiche, c'est le solaire, alors solaire photovoltaïque, solaire aussi thermique, mais aussi des centrales à concentration, ça dépend évidemment du contexte géographique. De même pour l'éolien, en France, on n'arrivera pas. En France, je rappelle qu'on a un objectif de 32% d'énergie renouvelable en 2030 et ça ne sera pas facile de l'atteindre. Il faut, disons, là aussi, on a pris du retard. On a 23% d'objectifs à la fin de cette année. Clairement, on a du retard. Respecter l'objectif 2030, c'est effectivement développer. Alors bon, on ne peut pas le faire sans développer l'éolien terrestre, mais là où on a beaucoup de retard, et c'est un peu, disons, on peut se poser des questions quand même, c'est sur l'éolien en mer. Donc il y a
entre 3 ou 4 000 éoliennes en mer actuellement en Europe. On n'en a pas encore en fonctionnement en France pratiquement. Donc on peut se poser des questions. C'est vrai que, disons, il y a un potentiel dans l'éolien en mer qui n'est pas exploité en France et on voit bien qu'on a pris du retard. Donc voilà, autrement, la biomasse, c'est aussi assez important. C'est la première. L'hydroélectricité en France, disons, en France, on en utilise pas mal. Hein. C'est largement 10% de notre électricité, mais bon, il n'y a quand même pas beaucoup de potentiel supplémentaire, sauf peut-être il y a aussi des possibilités de petites centrales au fil de l'eau, mais là, c'est plus, disons, local et, disons, à petite échelle. Voilà, la géothermie, on peut aussi exploiter. Par exemple, il y a des régions françaises où la géothermie est exploitable. Donc, il y a un potentiel dans notre pays, mais ce potentiel, il le retrouve partout. C'est vrai, par exemple, je dis souvent que l'Afrique, en termes de renouvelables, est bénie des dieux, hein, en termes de solaire, mais aussi d'éolien dans certaines régions, d'hydroélectrique dans d'autres, même si on sait bien que le développement d'hydroélectricité pose de plus en plus d'autres problèmes environnementaux, mais aussi d'utilisation de la biomasse, de géothermie. Donc il y a beaucoup de choses à faire, je pense, dans les énergies renouvelables, mais il y a aussi un verrou qui est celui du stockage de l'énergie. Donc il faut aussi, disons, pour le moment, le développement des renouvelables n'est pas bloqué encore par le stockage de l'énergie, par son intermittence, mais en tout cas au niveau français, mais disons qu'il faut espérer des développements dans le domaine du stockage de l'énergie si on veut vraiment que le renouvelable se développe, disons, sans frein, disons, et tienne un rôle très important dans notre mix énergétique à horizon 2050. Et un exemple sur l'économie circulaire? Oui, alors sur l'économie circulaire, eh bien, voilà, donc ça peut être... bon, on a beaucoup discuté... disons, le problème du plastique. Disons, comment est-ce qu'on fait pour récupérer le plastique? On voit bien que c'est très difficile. Voilà, une véritable économie circulaire, disons, consisterait à ne pas refabriquer de nouveau du plastique, ce qui n'est pas le cas. Donc, une économie circulaire, on en parle beaucoup. Enfin bon, là c'est la période des soldes, mais c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais bon, on en parle de plus en plus dans l'industrie du vêtement. Beaucoup de jeunes sont de plus en plus, alors plutôt les jeunes sont de plus en plus intéressés par, disons, les vêtements de seconde main. Ça fait partie de l'énergie circulaire. Mais voilà des exemples. Je pense aussi, disons, dans l'éco-conception, c'est-à-dire que construire des parcs industriels où vraiment, je dirais de façon assez simple, le déchet d'une industrie peut servir de matière première à la suivante. Et il y a beaucoup de ces parcs, disons, de ces parcs d'éco-conception qui se mettent en place de plus en plus. Donc voilà, donc, enfin, il y a souvent on voit bien des industries qui ont de l'énergie, enfin qui perdent de l'énergie qui n'est pas utilisée. Donc il y a beaucoup à faire, c'est d'utiliser tout au maximum. Et on voit bien que la récupération, disons, on parle ici plus de réchauffement climatique, mais on voit bien qu'il y a d'autres limites qui sont celles de certains matériaux. Donc il faut absolument, il y a certains matériaux qui sont... voilà, on va parler de limites pour le lithium, on va parler de limites pour d'autres matériaux, des métaux rares ou d'autres matériaux qui font que la seule façon, eh bien, c'est de faire face à la demande dans le futur. C'est soit d'inventer de nouveaux procédés ou bien de récupérer au maximum, on parle là aussi d'énergie circulaire, tous ces matériaux qui nous sont indispensables dans beaucoup d'industries qui se développent, y compris de l'électronique en particulier. On sait par vos interviews que vous n'approuvez pas les collapsologues, oui, voilà. Cochet, Pablo Servigne, etc. Pourquoi? Alors pourquoi? Alors ça dépend de qui d'abord. Disons, on a tendance, j'ai quand même tendance... disons, il y a un problème d'échelle de temps. Quand Yves Cochet parle on ne va pas parler de fin du monde, mais plutôt de fin d'une civilisation, je dirais, hein, de notre civilisation. C'est un peu ça l'idée des collapsologues. Disons, mettre disons, la fin de notre civilisation en 2030 ou 2035. En tout cas, si je me place du point de vue du climatologue, c'est pas sérieux. Disons justement, le réchauffement climatique, dans 10 ans, on aura pris 1,5 degré, on a une capacité d'adaptation. Le vrai problème du réchauffement climatique, c'est dans la deuxième partie de ce siècle, si on ne fait rien.
C'est très clair. Donc, disons, ma génération, même si je vis jusqu'à 100 ans, disons, il y a une capacité d'adaptation, disons, 1 degré supplémentaire, globalement, on s'y adapterait. Il y a une capacité d'adaptation. Mais donc, je ne pense pas que le réchauffement climatique tout seul soit capable de mettre à genoux notre civilisation dès 2030. Bon, il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres... Je reconnais qu'il n'y a pas que le réchauffement climatique qui peut poser problème, mais en tout cas, vu du climatologue, c'est vraiment un problème d'échelle de temps. Fred Vargas, je dois dire que bon, j'ai analysé son dernier ouvrage, il y a quand même des choses qui ne sont absolument pas... disons, qui sont contraires aux connaissances scientifiques que l'on a. Quand elle parle de... Bon, j'ai dû réagir dans un article du Point, quand elle parle de 4 milliards de morts, en gros, de 2/3 de la planète qui disparaîtrait pour un réchauffement de 2 degrés. Bon, voilà, elle s'appuie sur un article bon, c'est pas très grave, de Mora, mais elle l'interprète de façon complètement biaisée. Hein, donc je peux réexpliquer tout cela, mais bon, voilà, donc... en gros, pour une double raison, à 2 degrés, elle dit que, disons, 2 degrés en moyenne globale, ça ferait 5 degrés sur les continents, donc c'est faux, sauf pour les régions polaires, mais évidemment, quand on va parler de canicule, ce n'est pas ces régions polaires où il y aura des morts supplémentaires à cause du réchauffement. Et puis, quand on parle des vagues de chaleur mortelles, effectivement, deadly heat, eh bien... effectivement, ces vagues de chaleur dites mortelles existent déjà et touchent déjà 20 ou 30% de la population planétaire. Ça veut dire qu'il y a certaines conditions de température et d'humidité. Si vous restez dehors, si vous avez de l'activité physique ou si vous courez un marathon, effectivement, on a vu d'ailleurs à Doha, eh bien, vous avez effectivement des risques de... Mais il n'y a pas 2 milliards de morts actuellement ou 1 milliard de morts chaque année à cause des vagues de chaleur. Et donc, voilà, donc c'est une interprétation complètement erronée et je pense que ça dessert la cause. Hein, voilà, donc c'est ce que je reproche à Fred Vargas. Quant à Pablo Servigne, c'est un peu différent et c'est, je crois, plus riche comme analyse. Voilà, d'ailleurs, disons, on avait effectivement écrit, enfin, j'ai co-signé une tribune dans Le Monde, enfin je ne sais plus, au mois d'août dernier, c'est pas grave, disons, où on mettait un peu dos à dos, on renvoyait dos à dos les collapsologues et les climato-sceptiques, parce que l'idée c'est que, disons, les uns et les autres, enfin notre idée, et ce qu'on exposait, c'est que dans les deux cas, eh bien, ça pousse à l'inaction, parce que si vous ne croyez pas à la réalité du réchauffement climatique, vous n'avez aucune raison de prendre des mesures, et puis si vous pensez que, disons, que la civilisation va s'effondrer, disons, ça peut aussi démotiver. Mais en fait, donc, on a eu une réaction de Pablo Servigne, juste après, j'ai reçu un mail et on a décidé de se rencontrer, donc c'est ce qu'on fait avec justement Patrick Vivray. Et voilà, la prochaine réunion aura lieu dans cette pièce la semaine prochaine. Voilà, donc Pablo sera ici avec Patrick Vivray et d'autres, on va discuter. Donc voilà, on a décidé d'échanger. Donc voilà, c'est pour vous dire que on ne peut pas mettre, enfin Pablo Servigne, Raphaël Stevens et puis Gauthier Chapelle, c'est pas la même approche quand même. On peut pas, disons. Bon, j'ai aussi commenté encore récemment, bon, Pablo Servigne, bon, il admet quand même, en gros, il tire quand même les conséquences du réchauffement climatique par le haut, quoi. Enfin, en gros, leur attitude, c'est de prendre chaque conséquence et de prendre la fourchette haute à chaque fois, évidemment. Et moi, je pense que c'est inutile. Ce que je pense, donc, alors, justement, au lieu de dire parler des autres, c'est bien, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, je ne veux surtout pas limiter, disons, avoir l'impression de ne pas comprendre, de ne pas saisir l'importance des conséquences du réchauffement climatique. J'ai saisi très bien. Disons, il n'y a pas besoin de tirer les conséquences par, disons, de les étirer, je dirais, pour voir que c'est vraiment terrible. Si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, disons 5 degrés de plus, 4 à 5 degrés de plus à l'échelle planétaire à la fin de ce siècle, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui de nature, je l'ai dit, disons, donc moi je ne parle pas de collapsologie, mais comme j'ai repris ce terme il y a une dizaine d'années, disons, je ne pense pas qu'on puisse espérer un développement harmonieux de nos civilisations dans ce cadre, c'est très clair. Hein. C'était clairement il faut quand même revenir, c'était clairement disons, le sens, je dirais, profond qu'on peut donner au prix Nobel de la paix qui a été décerné au GIEC et à Al Gore. C'est cette idée que
eh bien, si on veut effectivement lutter contre le réchauffement climatique, il faut une solidarité internationale, une solidarité en fait à tous les niveaux, entre les générations, entre les pays, entre les secteurs d'activité. Et ça, c'est un facteur de paix. Et que si, disons au contraire, si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, c'est clair, c'est redit, hein, c'est des risques de conflit, c'est un facteur de déstabilisation de nos civilisations. Donc je ne parle pas d'effondrement, mais c'est aussi bien sûr des risques très importants, au-delà aussi de la fin de ce siècle. Donc oui, disons, je ne nie pas que nos civilisations seraient mises à mal par un réchauffement de 4-5 degrés, au contraire. Bon, j'ai parlé plutôt de petits feux, donc cette échéance, elle est plutôt un peu plus lointaine. Mais le principal risque pour moi, et que je m'y suis intéressé, là, je viens encore de publier un article sur la justice climatique. Le principal risque, c'est plutôt, ce risque d'accroissement des inégalités, qui est très clair et qui fait que j'imagine plutôt un monde où, en gros, de façon un peu simpliste, hein, c'est pas très scientifique, mais le réchauffement climatique, ça diminue les endroits où il fait bon vivre sur cette planète, grosso modo. Hein, donc il y a certaines régions, effectivement, Fred Vargas a raison dans ce sens-là, qui deviennent invivables. On le dit d'ailleurs dans les rapports du GIEC. Et la véritable crainte, c'est que les couches aisées des populations, des populations, trouvent toujours les endroits qui resteront vivables, quitte à faire des îles artificielles, tout ce qu'ils veulent. Mais par contre, les couches les plus modestes, les pays les plus pauvres, prendront ces réchauffements climatiques de plein fouet. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je vois, une difficulté d'un développement de nos civilisations harmonieux en tout cas. Voilà, mais j'aime pas utiliser le thème de collapsologie, même si je suis vraiment très conscient des difficultés auxquelles devraient faire face les jeunes d'aujourd'hui si réellement on ne faisait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. C'était justement le sens de ma question prochaine, qui était cette augmentation des inégalités par le réchauffement climatique. Mais prenons un cas, un exemple, par exemple, la mobilité, les transports. Comment éviter qu'il y ait fracture sociale? Disons que comment éviter qu'il y ait fracture sociale, vraiment c'est une question qui m'interroge, puisque pratiquement quand on voit actuellement ce qui se passe, et ça interroge sur notre capacité à faire face, quand on voit qu'actuellement, une des principales causes d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, c'est la vente des SUV. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Alors d'un côté, je crains malheureusement qu'il y ait des gens qui se saignent jusqu'à l'os pour être capables de se payer un SUV. Pour certains, c'est avant tout un marqueur de leur statut social, y compris dans des couches, je dirais pas, bien sûr, pas dans les couches les plus modestes, c'est pas possible, parce que c'est impossible d'acheter ça, mais j'imagine qu'il y a des gens qui mettent toutes leurs économies dans l'achat d'un SUV, ou toutes leurs possibilités financières, je dirais. Donc voilà, mais c'est quand même plus, ces SUV sont quand même plus achetés par des gens qui ont quand même les moyens. C'est quand même relativement cher, mais ça pose des questions. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on peut rentrer dans un monde comme ça. Et c'est vrai, j'étais hier avec quelqu'un qui me redisait que ça semble incroyable, mais non, il prend une page du Guardian où on parlait de réchauffement climatique. Donc le Guardian est vraiment extrêmement un journal très en pointe, hein, vraiment parfait pour ça. C'est un des journaux qui cesse. Et au milieu de cette page, une publicité pour un SUV. Donc on se pose des questions. Et ça peut être pareil dans le monde. Hein. Donc voilà, peut-être pas dans le monde, non, je suis agressif, là, je veux pas. Non, mais peut-être pas dans le monde, mais quand même, vous voyez. Donc d'ailleurs, c'est anecdotique, mais une des mesures qui risque d'être proposée, qui a des chances d'être proposée par les citoyens, en tout cas ils en parlent, c'est de demander l'arrêt de la publicité sur la SUV. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc effectivement, la façon de faire, c'est non seulement pour gommer
voilà, c'est de mettre les transports en commun. Je pense que c'est le développement des transports en commun. Bon, la mobilité douce a l'intérêt de ne pas être chère. Hein, disons, pratiquement tout le monde peut, enfin, disons, tout le monde, oui, enfin, peut se payer un vélo, ou à peu près. Donc voilà, donc la mobilité, justement, l'intérêt de la mobilité, c'est que la mobilité qui est compatible avec, disons, la lutte contre le réchauffement climatique est plutôt une mobilité qui favoriserait les transports en commun, qui favorise les mobilités douces, donc qui au contraire, disons, pointerait du doigt les SUV et les autres véhicules très consommateurs. Donc c'est plutôt quelque chose qui est d'une certaine façon qui va dans le bon sens, je dirais. Hein. Donc voilà, donc disons une mobilité réussie en termes de réchauffement climatique ne mettrait pas forcément les couches les moins aisées de la population dans la difficulté. C'est ça que je veux dire simplement. Par rapport, ça peut être moins vrai pour le logement. Par exemple, l'isolation des logements, c'est très difficile. S'il faut 20, 30 000, 40 000 euros pour isoler un logement de façon correcte, ce qui est souvent le cas, on voit bien les difficultés auxquelles certaines couches de la population feraient face. Mais pour moi, l'exemple principal il faut voir aussi... le problème de la mobilité, ça a quand même été autre chose. Bon, si on parle de mobilité maintenant, et pour moi, ça a été... quand on regarde l'augmentation de la taxe carbone, telle qu'elle était envisagée, donc de façon relative, hein, pas de façon absolue, mais de façon relative, évidemment, ça touche beaucoup plus les revenus modestes, cette augmentation de la taxe carbone. Donc cette augmentation de la taxe carbone, même si en France, comme dans tous les autres pays, ce sont les couches les plus aisées de la population qui émettent le plus. Hein. Disons que cette augmentation de la taxe carbone aurait plus touché, ou touche plus, ou aurait plus touché les couches les plus aisées de la population. Hein, disons, mais de façon absolue, de façon relative, bien sûr que non, puisque ce sont, et en plus, disons, quand on parle des couches les plus modestes qui sont obligées de prendre un véhicule pour aller au travail, on voit bien la difficulté. Ensuite, il y a un autre point dans la mobilité qui amène forcément réflexion, c'est bien sûr le transport aérien. Voilà, donc, voilà, bon, il y a effectivement pour moi une certaine injustice à ce que le transport aérien échappe à toute règle disons, toute contrainte de taxes, et disons, je trouve ça, et ça va même au-delà, puisque, disons, on sait très bien que généralement les vols pas chers, disons, les vols pas chers généralement ce sont les chambres de commerce ou les aéroports qui payent pour que les compagnies low cost viennent chez elles. Donc en gros, c'est nos impôts qui payent plus pour que les gens voyagent pratiquement, sinon gratuitement, mais disons quand on parle de 30, 40, 50 euros pour aller un week-end à Rome ou 100 euros, bon, on voit bien la difficulté. Et ça aussi, ça aussi, on voit bien, bon, c'est une difficulté par rapport au train en France, alors qu'il faudra absolument qu'on n'ait pratiquement plus à prendre le train en France pour rester, quand on reste dans le pays. Et même en Europe, on pourrait imaginer remettre des trains de nuit disons, très rapides, disons, qui permettraient d'aller pratiquement, disons, en train de nuit, on pourrait pratiquement, disons, échanger entre toutes les grandes villes d'Europe. Voilà, c'est ce vers quoi il faudrait s'orienter. Mais tant que le transport aérien échappe à des taxes, et disons, le transport ferroviaire n'est pas compétitif. Donc voilà, ça nuit aussi au développement de transports, disons, plus sobres, c'est très clair. Et pour revenir encore à plus local qu'avant, prenons notre pays natal, la Bretagne, que pensez-vous de la suppression des haies? Alors ça, je me suis... Alors bon, la suppression des haies, donc moi d'abord je l'ai vécu, puisque disons, la ferme où je suis né, c'était vraiment du bocage, hein, des petits champs, disons, dans toute ma jeunesse. Hein. Donc le roman a dû avoir lieu dans les années 60, je vais avoir entre 15 et 20 ans, une quinzaine d'années. Alors d'un côté, je pense que ce roman était nécessaire. Hein. Donc je pense, mais il y a vraiment... ce n'est pas le cas de notre commune natale, mais il y a vraiment des endroits où il était fait de façon intelligente, c'est-à-dire que les paysages restent agréables, mais il y a aussi des endroits où ça a été fait vraiment de façon vraiment extrêmement négative par rapport aux paysages eux-mêmes. Disons, alors je pense que c'est vrai, disons que disons,
au lieu de mettre une route le long d'une haie qui existait, on abattait la haie parce que, j'ai compris, bon, il faudrait quand même peut-être vérifier, j'ai compris à un moment que, disons, les ingénieurs de la DDA à l'époque, disons, étaient payés au kilomètre de haie abattue. Donc voilà, donc c'était des choses, enfin bon, il faut vérifier, mais je crois que c'est un peu ça, quoi. C'est un peu peut-être caricatural, mais c'était ça, voilà. Hein, donc... on voit bien quand même. Alors, bon, disons maintenant, on en subit. Alors, il y a des conséquences en termes de climat local. Bon, mais en Bretagne natale, ça joue peut-être pas beaucoup, mais en termes de perte de biodiversité, c'est très clair. Il y a eu probablement beaucoup de zones humides qui ont disparu. Effectivement, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de drainage, de zones humides qui ont disparu. Donc, la perte de biodiversité, voilà, on a aussi maintenant. Bon, peut-être peut-être en Bretagne ça va encore, mais il y a vraiment des endroits, je suis allé en Bretagne et j'étais avec, je me souviens disons, j'avais partagé une présentation avec quelqu'un du monde, disons, qui s'intéressait, qui montrait que l'érosion était beaucoup plus importante, disons, justement à cause de l'abattage des haies, parce qu'il y a quand même des pentes et de l'érosion de la terre qui s'en va, donc oui, il n'y a pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On replante des haies. Donc voilà, on commence voilà, donc justement les agriculteurs sont incités à replanter des haies. Donc, disons, entre un remembrement intelligent qui a été fait dans certaines communes et un remembrement, disons, à la hache qui a été celui d'autres communes, disons, je ne pense pas qu'il ne fallait rien faire, je ne dirais pas ça non plus. Mais je pense vraiment que ces paysages étaient... Enfin, moi, les paysages, je me souviens du paysage de ma jeunesse, ils étaient vraiment extrêmement... c'était magnifique, quoi, d'aller se promener dans les chemins creux et tout, qui n'existent plus, voilà. Et puisqu'on est en Bretagne, oui, que faut-il faire contre la production quand même excessive ou contre-productive par rapport au climat, la production bovine et... Oui, donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, c'est quand on regarde la Bretagne, effectivement, il y a certains, disons, certaines communautés, certaines parties de la Bretagne où effectivement l'essentiel enfin non, jusqu'à près de la moitié des émissions peuvent être liées à l'élevage. Donc largement, disons des émissions de gaz à effet de serre, dans ce cas-là largement sous le méthane. Donc il y a effectivement ce problème en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, là aussi, c'est une richesse de la Bretagne. Disons, la Bretagne s'est développée sur cet élevage. Bon, moi, je suis de ceux qui... Je ne suis pas non plus contre... Je ne suis pas, disons... je ne suis pas vegan, mais je pense qu'il faut effectivement faire attention à la consommation de viande. Donc je pense que, disons, en tout cas, il faut vraiment viser la qualité plutôt que la quantité en termes d'élevage, c'est très clair. Et c'est vrai pour, disons, je pense pour toutes les régions françaises, aussi bien en termes de viande qu'en termes de production laitière. Donc voilà, les élevages... disons, porcins sont aussi très importants, on voit bien. Hein. Donc là, il y a un autre problème quand même qui n'est pas celui de l'effet de serre, c'est bien sûr dont souffre quand même la Bretagne. Et il semble qu'il y ait un lien, bien sûr, tout le problème de la qualité des eaux et derrière, disons, la production d'algues, disons, les algues vertes, tout cela, il y a aussi ces aspects-là de pollution qui sont extrêmement importants par rapport, disons, à l'élevage. Alors, il n'y a pas que, les gens me diront qu'il n'y a pas que l'élevage qui en est à l'origine, mais c'est clair que là aussi, sur ce volet-là, disons, de la pollution au sens large du thème, il y a beaucoup à faire. Alors, bon, je suis toujours donc je suis toujours très proche disons bien sûr de ma famille, hein, donc c'est une famille d'agriculteurs, hein, donc qui ça le reste, hein, donc mon frère est toujours, mais là j'ai des cousins qui sont en GAEC, on a passé le réveillon ensemble, donc on discute beaucoup, donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Alors ce qui est positif, c'est quand même une prise de conscience des jeunes agriculteurs qui est assez intéressante. Voilà, disons, c'est peut-être un peu, non, c'est pas. Donc là, le mois prochain, je vais dans un des grands lycées agricoles de Bretagne, le lycée de la Touche à Ploërmel. Voilà, donc on m'a demandé d'y aller. Je suis aussi allé dans celui de Pommerette, disons le lycée agricole. Donc il y a une vraie prise de conscience et ça, c'est quand même, disons, dans l'enseignement agricole,
et aussi chez les jeunes agriculteurs, je pense qu'on peut faire aussi, bon, je veux dire, on peut faire aussi un effort pour améliorer, disons, disons, aussi bien au point de vue au point de vue de la pollution que de l'effet de serre. On peut aussi faire attention. Donc il y a aussi, dans l'alimentation, il y a aussi par exemple des coopératives comme Terrena, hein, qui font des efforts vraiment. Donc c'est plutôt... vraiment le modèle agricole de la Bretagne est celui qu'il est. Je pense qu'il faut... bon, moi je veux dire, on ne va pas changer tout de suite, hein, mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment que je dirais les nuisances et pollutions liées à l'élevage soient vraiment prises en compte, aussi bien l'élevage porcin que l'élevage bovin. Voilà, et c'est ce vers quoi il faut aller. Et puis aussi la qualité dans les productions. C'est ce que je dirais par rapport à cela. Bon, c'est peut-être difficile quand même de complètement... bon, c'est vrai que c'est une des régions aussi, par exemple laitière, qui est la plus... disons, je crois que c'est du Vilaine, peut-être pas, ça dépend des années, qui est le premier département producteur de lait en France. Alors ça doit dépendre des années. Mais en tout cas, un des premiers, hein, c'est notre département. Donc c'est aussi une richesse économique. Donc, mais je le redis, on peut et j'espère que ce sera le cas, on peut... disons, alors, je ne dis pas garder ce type, il y a aussi tout le problème de l'agroécologie derrière. Il faut aussi, bien sûr, sur les paysages dont on a parlé, il y a beaucoup de choses à faire sur l'alimentation des bovins, enfin l'alimentation elle-même pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, voilà, la prise en compte. Donc c'est plutôt ce que je dirais, plutôt que d'abandonner complètement l'élevage dans des régions comme celle-ci qui sont assez propices. Voilà. Alors vous qui êtes très pédagogue, est-ce que vous avez un moyen d'expliquer le lien entre la disparition de la biodiversité et... Le réchauffement climatique, oui. Alors comment je l'explique? D'abord, bon, disons que bon, il suffit de... Enfin, bon, quand on regarde, disons que les spécialistes de la biodiversité, enfin, disons, à travers leur organisme, l'IPBES, la plateforme pour la biodiversité, ont clairement établi que quand on regarde la perte de biodiversité au cours des dernières décennies, le réchauffement climatique c'est le troisième cause de perte de biodiversité. Après, disons, les activités humaines, liées à justement à celle dont on parle, on peut parler des phytosanitaires aussi, voilà, donc, et puis la prédation directe, mais la perte de biodiversité. Mais de façon, ce que je dis de façon plus claire, c'est que si on regarde à la fin du siècle, et c'est peut-être plus parlant en termes de perte de biodiversité, eh bien, si on regarde disons, chaque espèce a une capacité de déplacement. Soit, disons qu'on parle d'une espèce végétale ou, disons, animale. Voilà, donc ils ont une capacité de déplacement, hein, globalement, une espèce. Et quand on regarde à la fin du siècle, si le réchauffement climatique n'était pas... disons, la mesure de réchauffement climatique n'était pas prise, c'est-à-dire si on allait vers 4-5 degrés à la fin du siècle, eh bien, pour la moitié des espèces, faune ou flore, eh bien, elles auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien que ces espèces pratiquement ne pourraient pas s'adapter. Donc on comprend bien qu'un déplacement rapide des zones climatiques, ce serait le cas si le réchauffement climatique n'était pas maîtrisé d'ici la fin du siècle, eh bien, est effectivement, accélère la perte de biodiversité. C'est très clair, c'est, je pense, la façon la plus simple de l'illustrer. On sait aussi que vous avez recommandé ce projet de la Banque européenne pour le climat. Oui. Et où en est-il? Alors où en est-il? D'abord, en 2 mots sur l'idée. L'idée, on est parti, donc c'est quand même une idée surtout de Pierre Laroutourou, hein, à laquelle je me suis associé. Non, j'accepte de dire, enfin j'accepte qu'il soit dit que je m'y suis investi, c'est le cas, mais l'idée de départ c'est quand même de Pierre Laroutourou. Il est parti d'un constat. Bon, il y a un double constat. Donc, le constat clair, c'est que, et on est parti des chiffres, on peut partir des chiffres de la Cour européenne des comptes. En fait, si on voulait réussir la transition, bon, il y a des objectifs, hein, disons neutralité carbone à horizon 2050. Disons, on espère qu'avec le Green Deal, cette neutralité carbone sera étendue à l'Europe, cet objectif de neutralité carbone en 2050.
Eh bien, réussir ces objectifs, et ça c'est le diagnostic de la Cour européenne des comptes, ce serait plus de 1000 milliards chaque année d'investissement. Hein, c'est des investissements productifs, hein, c'est pas de jeter de l'argent par la fenêtre, mais c'est ça le point de départ. Et donc l'idée c'est que si on veut réussir la transition, il faut aussi investir. Si on parlait des transports tout à l'heure, il y a quand même des investissements. Si on veut voir des transports en commun, disons qu'ils soient à la hauteur des attentes des usagers, effectivement, c'est investir. Dans le bâtiment, c'est beaucoup d'investissements. Dans l'énergie également. Voilà, dans tous les domaines. Hein. Donc aussi dans le modèle agricole, bien sûr. Donc voilà, donc il faut investir. Et donc en gros... Bon, alors, quand on parle de 1000 milliards, il y a déjà des investissements qu'on peut inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Mais en gros, au niveau européen, ce serait plutôt 2% du PIB supplémentaire. Si on parle d'investissement supplémentaire, c'est plutôt de 2%. Donc en France, donc, ce chiffre nous amènerait à 45 milliards. Il y a des chiffres qui sont un peu inférieurs, mais disons, il faudrait au moins une dizaine de milliards ou quelques dizaines de milliards d'investissements supplémentaires pour un pays comme la France pour qu'on réussisse la transition. Et bon, ce qu'on a proposé, c'est la mise sur pied d'une banque. Alors, il y a un double... Enfin, en gros, il y a disons, plutôt c'est un trépied, disons, il y a trois... Dans cette proposition, il y a la création d'une banque qui est effectivement européenne pour le climat, hein, qui mettrait... disons, cet argent à la disposition, disons, qui le ciblerait vraiment sur des investissements verts. Hein. L'argent existe quand même. Ensuite, on parle de la création d'un fonds européen, voilà, d'un fonds européen de l'ordre de 100 milliards d'euros chaque année, en gros, dont une partie serait dédiée serait tournée vers l'Afrique, parce qu'on pense que l'Europe devrait se rapprocher de l'Afrique en termes de développement. Je pense que c'est une erreur pour l'Europe de laisser... des pays comme la Chine, disons, colonisés, en tout cas économiquement, hein, je ne parle pas, mais en tout cas économiquement, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux, ou même enfin, aussi bien le modèle agricole, on voit bien. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a proposé, et tout cela avec l'idée d'un référendum pour pérenniser ces outils. Alors où en sommes-nous? Alors effectivement, disons, cette idée a été reprise au moment des européennes par certains partis, par certaines, disons, listes. Donc la Banque européenne d'investissement, finalement, s'est positionnée. Elle voudrait bien devenir finalement Banque européenne pour le climat. On est allé les voir, mais bon, on parle maintenant d'investissement de 100 milliards chaque année, hein, plutôt que de 1000 milliards. Donc l'idée fait son chemin. Donc Pierre Larrouturou lui-même est toujours très motivé. Donc il est député européen maintenant, il est dans la maison d'une certaine façon. Et voilà, donc effectivement, il est en plus, enfin, il sera impliqué comme co-rapporteur ou co-rapporteur du budget. Donc il a envie de... Voilà, et donc ce qu'on attend avec intérêt, puisque Ursula von der Leyen a proposé son Green Deal, disons, et une loi, elle a quand même... Elle a non seulement proposé un Green Deal, mais elle a proposé comme une loi climat ou une loi climatique, une loi sur le climat dans les 3 mois qui viennent. Donc on attend effectivement de voir, disons, et je pense que Pierre Larrouturou va faire le maximum pour que ces idées qui nous sont chères puissent être avancées. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas mort. Il y a des choses qui vont se passer. C'est clair que, disons, parce que tout le monde se rende compte que réussir la transition énergétique, c'est aussi un levier de développement économique très important. Et c'est ça qui est intéressant, de création d'emplois, disons, au niveau de l'Europe, ça pourrait être jusqu'à 6 millions d'emplois nets créés d'ici 2050. Hein. Réussir la transition énergétique, il faut surtout que disons, enlever de l'idée et cette idée, disons, est souvent, je dirais, très profonde dans beaucoup de nos compatriotes, que réussir à, disons, faire cette transition, c'est la fin d'un modèle économique, c'est la fin du dynamisme économique. C'est le contraire. Il faut bien se rendre compte que le dynamisme économique va passer par la réussite de la transition. Tout simplement parce que pour moi, elle est indispensable. D'abord, elle est inscrite dans les lois, ce qui n'est loin d'être négligeable quand même, on a beau dire. Et ensuite, elle est indispensable en ce sens que je n'imagine pas qu'on puisse laisser les jeunes d'aujourd'hui aller vers un climat à plus 4, plus 5 degrés quand même. Parce qu'un jour, ça commence, mais disons, dans 10, 15 ans, je pense que là, il y aura de véritables... Il y a déjà une prise de conscience des jeunes générations, mais je ne pense pas qu'on puisse ne rien faire. C'est pas possible, simplement.
hein, disons, et y compris au niveau planétaire. Les jeunes Chinois, les jeunes, bon voilà, les jeunes, voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'économiquement, si l'Europe prenait le leadership à travers, disons simplement en réussissant cette neutralité carbone en 2050, ce serait aussi, je pense, le signe d'un leadership économique. Hein, donc voilà, c'est pour ça que nous la défendons aussi, cette idée de, enfin, disons, de transition énergétique de la. Voilà. Et où on est la Convention citoyenne? Alors la Convention citoyenne, on est à mi-parcours, donc voilà, demain on y va. Disons donc, pour cette interview, voilà, nous sommes le 10 janvier, donc la Convention citoyenne donc, reçoit Emmanuel Macron demain, on ne sait pas ce qu'il va dire encore, il y aura des échanges avec les citoyens. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que donc on a effectivement, on n'est pas. C'est la deuxième ou la... Non, ça va être la quatrième demain. Ouais, la quatrième, et il y a déjà eu, après les trois premières, il y a eu un petit arrêt lié aux grèves d'abord, il y a eu la suppression d'une semaine, et puis bien sûr les vacances de Noël, donc la dernière qu'on ait faite, je crois que c'était novembre, hein, donc il y a eu deux pratiquement, oui, presque... Il y a des choses concrètes. Oui, alors pour le moment, donc il y a plutôt dégagé des pistes, hein, donc on a, disons que les citoyens ont été, bien sûr, il y a eu, disons, il y a eu une ou deux premières, disons, week-ends d'abord de prise de contact, à la fois, disons, avec l'environnement, les gens qui étaient là, hein, et puis de prise de contact aussi avec le domaine, c'est pas. Donc, bon, disons là. Le niveau de connaissance du problème climatique, disons, n'était pas le même, disons, chez tous les citoyens qui ont accepté de venir. Et donc, effectivement, le comité de gouvernance a proposé des experts et les citoyens l'ont proposé aussi. Hein. Donc, en gros, je pense que le travail qui a été fait permet largement aux citoyens de comprendre l'urgence climatique et c'est d'ailleurs, bon, actuellement, presque ce qu'on nous reproche, mais bon, en gros, j'ai vu qu'on nous reprochait, enfin bon, qu'il n'y ait pas de climato-sceptiques dans la Convention citoyenne. En fait, je ne pense pas que ce soit le cas, mais le problème, c'est que quand on prend le temps d'expliquer à quelqu'un, vraiment ce qui se passe sous nos yeux et ce vers quoi nous allons, eh bien, ces gens, disons, eh bien, tout simplement, si on prend le temps, et là, on a pris le temps, disons une dizaine de jours, les gens vont fournir des documents, eh bien, tout simplement, même si vous arrivez climato-sceptique ou pas, eh bien, vous commencez à comprendre l'urgence d'agir. Hein, donc, je veux dire, c'est plutôt dans ce sens-là. Disons, les 150 citoyens ont été vraiment choisis au sort. Mais effectivement, maintenant, on a 150 citoyens, presque tous motivés. Hein, donc, je veux dire, alors, par moment, on nous le reproche, c'est pas vrai, ça ne représente plus la population. Bah oui, mais c'est ce qui s'est passé, forcément. Hein, donc, ça, j'ai vu un des reproches qu'on nous a fait. Nous, en tout cas, oui, les citoyens sont motivés. Moi, disons, l'intérêt d'être dans le comité de gouvernance, c'est qu'on peut jouer les petites souris. Donc, bon, bien sûr, un petit peu. Donc, on peut être dans les salles où les citoyens discutent. Donc, c'est passionnant. Hein. Donc, moi, je vais y aller 3 jours, là, vous voyez, donc à partir de demain. Mais disons que les vraies mesures pour répondre à votre question, ça va être justement là, on va commencer à avoir des vraies mesures. Il y a encore 4 séances de prévues. Donc, voilà. Donc, bon, il n'y a pas le feu, mais voilà. Donc, il y a déjà des pistes. C'est relativement bien construit. Donc, ça a été organisé autour de grands thèmes qui sont très logiques, hein, se nourrir, se loger, se déplacer, produire, travailler et consommer. Donc c'est des choses très pratiques et il y a un groupe transversal, voilà, qui fait la. Bon, voilà, donc je pense que c'est bien organisé. Comme objet, c'est passionnant. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui sont là à l'intérieur simplement pour analyser ce qui se passe. Ils sont aussi. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. Je ne cache pas que, bon, bien sûr, ça semble logique quand vous êtes impliqué dans une aventure, je dirais, vous avez envie qu'elle réussisse, donc j'ai envie que ça apporte des résultats, voilà. Mais bon, pour le moment, oui, enfin bon, moi je pense qu'on en est où on doit en être dans ce processus. Il y a vraiment, au contraire, il y a vraiment un engagement qui est assez intéressant et qui plutôt préjuge de propositions intéressantes. C'est déjà ce que voilà. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux jeunes générations. Oui. Et je voulais savoir
ce que vous pensez de ces associations, de ces mouvements qui ont vu le jour dernièrement, cette année, oui. l'année dernière. Extinction Rebellion. Yes. C'est ça, Extinction Rebellion. Il y a d'autres, oui. Donc, Futures, ouais. Fridays for Future. Voilà. Et, donc voilà, voilà, on vient de terminer hier, voilà, disons un livre dans lequel j'aborde tout ça, puisque c'est un dialogue avec un jeune. Donc voilà, notre prochain livre. Ouais, voilà, donc voilà, qui va sortir le 5 mars aux éditions Bourrin. Donc voilà, avec un jeune, enfin il a 25 ans, hein, donc c'est lui qui est venu vers moi en disant on va écrire un livre tous les deux sous forme de dialogue. Voilà, donc où on discute de tout ça justement. Donc voilà, donc avec Baptiste Denis. Donc c'est un peu ce que je dis dans ce livre. Je vais bien redire la même chose parce qu'autrement ça ferait drôle, mais c'est vrai un peu ce que je dis. Disons, moi, voilà, j'aime bien m'impliquer. Je me suis beaucoup. Enfin, je pense que je suis avant tout un chercheur. Hein, je veux dire, moi, j'ai consacré beaucoup de mon énergie à la recherche plutôt, mais j'ai toujours été intéressé par, disons, j'ai toujours été de ceux qui pensaient que les chercheurs ne devaient pas rester dans leur tour d'ivoire. Donc, est-ce que vous vous appelez lanceur d'alerte? Ah, c'est ce qu'on dit, oui. Oui, voilà, j'ai eu le Private Lesson, c'était marqué lanceur d'alerte. J'ai eu oui, j'étais. Oui, une des choses dont je suis le plus fier, c'est donc j'ai eu le Private Lesson, qui est quand même considéré comme l'équivalent, enfin avec une américaine, une chercheuse américaine, Suzanne Solomon. Ça, j'ai eu ça en 2012, et je trouvais intéressant la citation, puisque la citation elle est double, donc c'était en gros c'est ce prix qui est vraiment considéré comme l'équivalent du prix Nobel. Donc le Private Lesson, voilà, dans nos domaines on n'a pas de prix Nobel, mais il y a aussi le prix Crawford que Claude Allègre a eu. Et en fait, j'aime bien la citation parce que la citation dit effectivement d'un côté, disons, le prix lui est attribué pour les travaux sur le climat des 800 000 dernières années, donc vraiment l'aspect scientifique. Et puis après, la deuxième partie, c'est un lanceur d'alerte. Alors je ne sais pas si c'est le terme qui est pris en américain, mais vraiment pour vraiment avoir mis ce problème sur la place publique. Donc voilà, oui. Donc j'aime bien les deux. Oui, donc je reste très attaché à la recherche et voilà, oui, je pense être lanceur d'alerte, oui. Alors, moi je le fais dans différents... j'aime bien aussi m'investir. Donc, je me suis investi dans les marches pour le climat. Donc, la dernière m'a pas mal déçu quand même, parce que ça tournait quand même, disons, c'était pas facile, hein, celle où il y a eu les Black Blocs, et du coup, il n'y en a plus depuis, donc on voit bien que c'était... Mais c'est vrai que, et je redis dans ce livre, que par rapport à des mouvements comme Extinction Rebellion, par exemple, alors voilà, je dois être trop légaliste. Par exemple, on m'a demandé de m'associer au décrochage des tableaux d'Emmanuel Macron, et j'ai dit que non, j'ai dit je trouve ça très bien, mais je ne m'associe pas. J'ai dit pareil pour Extinction Rebellion. J'ai dit je trouve ça très bien que vous fassiez ça, mais je n'ai pas envie, disons, d'une certaine façon, trouver ça positif, voilà, et je trouve ça positif, mais je n'ai pas souhaité m'y associer, parce que dans les deux cas, on m'a proposé. Mais voilà, donc, j'ai quand même, j'ai choisi peut-être, alors je vais dans les marches, hein, les jeunes c'est pareil, je vais dans une école encore mardi prochain le matin et avec Anne Hidalgo l'après-midi, donc voilà, donc disons, je suis très intéressé par interagir avec les jeunes, je trouve très intéressant, voilà, mais c'est ce que je dis aussi dans ce livre, par exemple, je suis allé dans les écoles, je ne peux pas inciter, je ne suis pas... je n'incite pas les jeunes à faire grève, par exemple. Donc je trouve très bien qu'ils le fassent, mais je ne vais pas aller dans une école et dire « vous devriez faire grève ». Ça, je ne le fais pas. Je peux dire ce que je ne fais pas par rapport à ces mouvements. Donc je les considère d'un œil extrêmement positif, d'une certaine façon, mais je vais pas... Par exemple, Valérie Masson-Delmotte est allée... elle a dû aller à Extinction Rebellion, peut-être pas Extinction Rebellion, mais enfin, voilà. Je suis peut-être trop légaliste, voilà, donc un petit peu, mais
voilà, j'ai d'autres façons d'investir. Bon, bon, voilà, je m'investis dans le pacte finance-climat. Bon, là, donc je suis en train de m'investir dans les élections municipales. Donc voilà, c'est quand même... bon, je ne sais pas que je ne m'investis pas, mais bon, voilà. Comme vous voulez. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui provoquer la prise de conscience plus large, une prise de conscience plus large et plus soutenue concernant la menace écologique? Bah, je ne sais pas, justement. C'est une grande question, hein. Oui, mais c'est une grande question, mais je veux dire, bon, si les gens... Enfin, bon. Non, ce qui se passe, c'est bon, les gens n'y croient pas vraiment, même moi, même je suis scientifique, mais j'ai du mal à m'imaginer un monde à plus 4, plus 5 degrés. C'est terrible de dire ça, mais voilà. Donc, c'est le fait que ce soit un terrain connu. Il y a... Bon, et puis... bon, et c'est ce que je reproche à Claude Allègre, disons en particulier, c'est cette idée d'écologie réparatrice. C'est-à-dire, beaucoup de gens restent persuadés, et on a du mal à les... Pardon, voilà. Il y a des personnes qui restent, qui comprennent la difficulté, mais beaucoup de gens restent persuadés que le moment venu, on saura faire face. Et ça, c'est ce que j'appelle l'écologie. C'est en gros la théorie d'Allègre. Hein. Donc soyons clairs, moi j'appelle ça l'écologie réparatrice. Faisons les conneries, on pourra toujours les réparer le moment venu. Et ça, c'est terrible, parce que c'est faux pour... Je donne l'exemple du niveau de la mer. Personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer. Personne, même la géo-ingénierie. Hein, parce que donc voilà. Donc après, voilà, on nous dit, eh ben voilà, on va nous faire, disons, on va nous montrer, voilà, on va y arriver, la géo-ingénierie. Voilà, donc c'est un peu ça qui fait... donc je pense alors... vraiment, bon, je ne vais pas dire à un moment il faut des catastrophes, il faut des extrêmes climatiques. On les a. On a eu des étés, on a eu 46 degrés en France. Et les gens commencent à comprendre que bon, disons dans les enquêtes, en tout cas, là, ce qui a changé, c'est disons, quand il y a une dizaine d'années, on disait le réchauffement climatique est une réalité, les gens nous disaient non, vous n'étaient pas du tout convaincus globalement. Donc d'abord il y avait ce plateau jusqu'en 2010, mais maintenant, ce qui a changé, c'est quand on dit que le climat change, on a l'impression, enfin les enquêtes montrent que ça c'est quelque chose que les gens acceptent maintenant, que le climat est en train de changer. Alors après qu'il soit changé par l'activité humaine, il y a quand même beaucoup de gens qui l'acceptent également, pas tous non plus, mais bon, c'est un préalable à l'action, mais on voit bien que c'est pas suffisant, et on va pas dire, je vais pas dire il faut des catastrophes, il n'arrête pas d'en avoir. Donc quand on regarde en Australie, quand on regarde même chez nous, quand on regarde bon, les événements méditerranéens, nous on est très prudents pour faire l'attribution à chaque fois, mais on voit bien qu'il y a quand même... voilà, donc... mais je ne sais pas ce qu'il faudrait de plus. Moi, ce que je regrette, et c'est justement, et c'est ce que j'essaye de plaider, c'est une plus grande confiance dans la parole des scientifiques. Je n'arrête pas de redire que le climat qu'on vit aujourd'hui est vraiment celui qu'on envisageait il y a 30 ans. Donc il faut quand même bien, je le redis, en termes de disons, de rythme de réchauffement. On est à peu près entre 1 et 2 dixièmes de degré. Alors après, on ne va pas rentrer au centième de mai, c'est décennie après décennie. On est vraiment sur ce qu'on envisageait. Et on envisageait aussi, à partir du 3e rapport du GIEC, une intensification, disons, la perception d'événements extrêmes plus intenses, plus fréquents. Et elle est là. Elle est là. Et donc, ça veut quand même dire, moi, je ne sais pas, disons, cette réalité devrait nous inciter tous à prendre au sérieux les projections qu'on fait pour dans 30 ans et tout. Mais je ne sais pas ce que faire de plus. Je ne vais pas espérer plus de catastrophes. C'est justement, je pense qu'on montre aussi qu'à travers cette convention citoyenne, eh bien, c'est peut-être plus d'éducation, et c'est bien qu'on soit là ensemble. Disons, si les gens écoutent ce qu'on dit, voilà, enfin, disons, nous entendent cet entretien, donc voilà. Mais je ne vois pas ce que je peux faire ce qu'on peut faire de plus. Moi, je ne veux pas, justement, je ne veux pas tomber dans la collapsologie. Je ne veux pas aller au-delà de ce que notre science nous dit. Voilà. Et ça, je m'y refuse. Certains nous disent... oui, voilà. Et je ne veux pas non plus... je suis très attaché disons... Certains nous disent aussi, mais le GIEC devrait faire des recommandations, ce qu'on ne fait pas, on fait un constat. Le GIEC devrait dire voilà ce qu'il faut faire et tout ça, mais ce n'est pas la peine, ce sont des décisions politiques, et donc il faut... Voilà, donc il faut... Bon, voilà, donc après, les autres discussions, c'est là. Est-ce que la démocratie, disons, peut permettre de lutter contre le réchauffement climatique? Il y a beaucoup de discussions, hein. J'ai écrit
disons, la préface d'un bouquin récemment sur la démocratie bon, peut-on lutter contre le réchauffement climatique dans un système démocratique? Certains vont jusqu'à penser qu'un système autoritaire, un système, disons, l'autoritarisme éclairé serait plus favorable, mais non, je pense qu'il faut rester dans la démocratie, il faut convaincre, c'est aussi à nous, il faut continuer. Je pense qu'on va y arriver, mais il sera probablement trop tard, malheureusement, en tout cas pour 1 degré, 1,5 degré, mais bon, disons déjà, si on enclenchait l'action maintenant au niveau des grands pays, au niveau, bon, mais on est tombé, franchement, j'étais optimiste relativement optimiste après l'accord de Paris, mais on est tombé sur des rigolos quand même. Disons, Trump, Bolsonaro, Morrison, c'est n'importe quoi, disons, et puis... voilà, donc, et puis c'est un climato-scepticisme qui n'a aucun sens. J'ai dû écrire cette phrase récemment dans l'interview, c'est, disons, disons, si lutter contre le réchauffement climatique était favorable à court terme à l'économie américaine, disons, ça serait sacré, le réchauffement climatique. Bon, je veux dire, c'est vraiment, on arrive à un monde, et c'est ça qui est terrible, c'est disons, et avec la montée des nationalismes aussi, qui généralement n'est pas favorable. Donc, voilà. Donc, c'est aussi éminemment politique. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est s'engager politiquement, s'engager dans la vie de la cité, et puis... bon, en tout cas, comme scientifique, moi, je me refuse à dire, bon, voilà, chaque rapport du GIEC, on apporte des éléments. Bon, je suis très fier que, bon, parce que c'est une des plus proches, des personnes les plus proches avec lesquelles j'ai travaillé, Valérie Masson-Delmotte, a repris le flambeau. Disons, c'est des rapports de qualité, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va pas, au niveau politique, on essaye, bon, voilà, je me suis engagé, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, je veux bien, mais je vais pas bon, je vois bien où vivre que je sais parce que c'est à côté de Rennes, mais bon, il va quand même, bon, en gros, il plaide la calèche, d'abord c'est très cher, donc on a regardé, et puis bon, il va quand même il va quand même faire ses courses au supermarché d'à côté. Bon, on peut en discuter, mais bon, voilà. La deuxième question est, que nous dit la destruction de la nature sur notre société et sur nous-mêmes? Alors ça nous dit, et c'est ce que nous dit aussi l'absence de lutte contre le réchauffement climatique, ça nous dit notre égoïsme, et ça nous dit qu'on est quand même trop tourné vers nous-mêmes. Je veux dire, quand on parle de réchauffement climatique, moi ça me désole, et j'essaye de le faire de plus en plus, ça me désole de ne regarder que les conséquences que pour l'espèce humaine. C'est quand même, c'est effectivement, la nature est très affectée, bon, bien voilà, je veux dire l'exemple là... bon, il y a 30 morts en Australie, et on parle d'1 milliard d'animaux. Hein. Donc, ils sont incapables de se défendre. Donc, si vous voulez, on est d'un égoïsme incroyable. Pour moi, ça dit notre égoïsme. C'est ça que je veux dire. Et c'est pareil, quand j'utilise vraiment ce mot égoïsme de notre génération, quand on pense qu'on laisse les jeunes d'aujourd'hui avec... donc à la fois une difficulté à s'adapter au réchauffement climatique, parce que c'est quand même certain dans le meilleur des cas, et puis leur demander de pomper le CO2 qu'on met aujourd'hui dans l'atmosphère, c'est quand même super égoïste. Enfin, c'est incroyable. Moi je trouve que enfin, si j'étais jeune, j'accepterais pas. Effectivement, si j'étais jeune, je serais dans la rue. Hein, ça. Non mais c'est vrai, quoi. Donc c'est quand même incroyable, ça je veux dire. Donc ouais, égoïsme avant tout pour moi. Et c'est pareil vis-à-vis de la nature. Bon, c'est... Quelles sont les priorités, les valeurs à élaborer pour le futur? Alors moi, je repère. Alors bon, par rapport au réchauffement climatique, moi j'ai mes mots-clés qui sont bon, qui sont plus les aspects techniques, c'est efficacité énergétique et puis disons mix énergétique. Donc ça, on en a un peu parlé. Donc voilà, donc il faut vraiment, disons que le mix énergétique soit là. Mais les deux, enfin, je vois pas comment on peut sentir. Enfin, pour moi, il y a deux mots clés. C'est la sobriété, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique, c'est disons, faire la même chose avec moins d'énergie, finalement, c'est très bien. La sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait. Disons, sans sobriété, au niveau planétaire, on n'y arrivera pas. On ne peut pas... Disons, c'est pour ça que, pour moi, les règles de l'OMC sont assez orthogonales à celles qu'ils vont mettre en place, parce que, disons, les échanges au maximum, c'est quand même un risque. Et puis, la solidarité. Si j'ai deux mots qu'il faut retenir, c'est aussi solidarité. Si on a, et c'est ça qui manque actuellement au monde, parce que donc, voilà, la solidarité, eh bien, c'est entre les générations, entre les pays, et on voit bien, c'est ce que j'ai dit, ben, voilà, j'ai redit solidarité, mais c'est vraiment très fort pour moi. Et donc c'est éminemment politique, au sens noble du terme. Bon, les rapports du GIEC, avant d'être communiqués au grand public,
en fait, ils sont soumis à l'approbation des États. Oui. Est-ce qu'il y a des modifications majeures après ces approbations apportées par les États, sachant que les États ne veulent pas peut-être affoler les foules et donc... Non, alors je vais essayer de... Alors ça, c'est un point qui est... Je veux dire. Oui, j'ai écrit là-dessus, donc... Alors je vais essayer de vous dire pourquoi je suis très... Bon, alors le processus d'adoption, c'est effectivement les auteurs du rapport du GIEC, enfin, disons ceux qui ont... Bon, en fait, il y en a une vingtaine qui sont sur l'estrade, à chaque... voilà. Et en face, il y a les représentants des gouvernements, de tous les pays pratiquement de la planète. Et donc, effectivement, le jeu consiste... Alors, bon, il y a un rapport complet, il y a un résumé technique, et on arrive à un résumé, donc, ce que présente... disons, le GIEC, les scientifiques du GIEC, je dirais, les auteurs du rapport, c'est quelque chose qui fait 30-40 pages et qu'on va approuver ligne à ligne. Alors, la règle du jeu est quand même très claire, c'est-à-dire qu'en face, quelqu'un qui veut disons, un représentant d'un État qui prend la parole et qui dit je voudrais que ça soit écrit, par exemple, eh bien, il doit en trouver... l'origine dans le rapport principal. C'est-à-dire que il est impossible de dire pour un pays, le réchauffement n'est pas d'1 degré, mais de 2 ou de 0,5. Puisque, bon, voilà, donc la réalité, c'est que du point de vue du contenu, les États ne peuvent pas le modifier, du point de vue du fond. Alors, bien sûr, ils le modifient du point de vue... Alors, il le modifie du point de vue de la forme. Souvent, d'ailleurs, c'est amélioré parce que les discussions autour. Mais évidemment, certains, et c'est tout à fait exact, le jeu de certains pays est de mettre en valeur, d'essayer de mettre en valeur, voilà, soit dans l'organisation du plan, soit dans, voilà, de mettre en valeur plus des aspects, disons, je dirais, allez, le réchauffement climatique, c'est quelque chose d'important. D'autres pays, on comprend, c'est plutôt disons, de mettre en valeur des choses des incertitudes, ou voilà. Donc ça, on comprend bien ça. En gros, ça s'équilibre quand même. Et moi, j'ai vécu pratiquement une vingtaine d'adoptions. Donc je dois être le record, puisque donc il y en a 4 à chaque fois, les rapports spéciaux. Bon, franchement, objectivement, il y a eu 2 fois, alors c'était le 3e rapport du GIEC, alors ça dure des heures, des nuits, mais par exemple, c'était, je crois, pas à Bruxelles, enfin, c'était en Belgique, pour le 3e, le groupe sur... non, le groupe 2, c'est-à-dire le groupe sur les conséquences. Et donc, c'était il y a maintenant presque 20 ans, 2001. Et en fait, il y a les auteurs du GIEC voulaient cette phrase dans laquelle ils disent que, en gros, ce qui se passe autour de nous, la nature réagit comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. C'est peut-être pas la phrase exacte, mais c'était ça. Et ils voulaient mettre... donc on attache à chaque phrase un degré de disons, de confiance, si vous en mettez, qu'ils étaient très confiants dans ça. Enfin, very likely, je crois. Enfin bon, après les détails, c'est pas, mais l'idée c'est ça. Et en face, pendant toute la nuit, il y a eu des pays qui ont dit mais non, chez nous on voit rien et tout ça. Et puis bon, bien sûr, certains avec mauvaise foi. Et donc ça a duré toute la nuit pratiquement, et ça s'est terminé. La phrase est pratiquement restée là, mais sans qualificatif. Voilà, donc voilà, c'est le gros changement. Ensuite, il y a quand même eu dans le 4e rapport sur les économistes, ça a été beaucoup plus rude. Et là, comme ils ne peuvent pas changer, ils ont fait enlever une figure. On peut enlever. Et ça, la figure qui a été enlevée, qui était extrêmement symbolique, mais bon. Donc il y avait une figure, alors elle est toujours même dans le résumé technique, elle est toujours dans le résumé, on peut toujours l'utiliser. Cette figure classait, en gros, il y avait, disons, classait les émissions des pays. Les pays étaient classés en 4 groupes suivant leur type de revenu, leur niveau de revenu. Et donc, il y avait les émissions. Et donc, certains pays se sont opposés à ce que ce graphique, cette figure, soit dans le texte, enfin, disons, dans le résumé pour décideurs, parce qu'en gros, ils avaient peur qu'après, disons, la Convention climat s'en serve pour prendre des décisions, en gros. Donc ça, ils ont eu gain de cause. Et pour moi, depuis, enfin, tout ce que j'ai vécu, c'est... Alors, il n'y a rien de faux dans la... Disons, les scientifiques peuvent être très fiers
très fiers du texte, mais en gros, cette figure auquel certains scientifiques étaient très attachés, comme on ne peut pas la modifier, ils l'ont enlevée, ils ont réussi à ce qu'elle n'y soit pas. Ça, c'est pratiquement, enfin, tout ce que j'ai vécu, j'ai pratiquement tous vécu depuis le début, franchement. Disons, enfin, c'est vraiment le point qui est... Alors, maintenant, donc ça, c'est le côté peut-être un peu négatif, mais disons, généralement, les rapports, enfin, disons, ça, voilà, donc ça s'équilibre entre les pays, bon, voilà. Et, bon, l'intérêt, quand même, maintenant, il faut voir l'intérêt. Pourquoi c'est intéressant? Donc, disons, le rapport du GIEC, il est adopté. Adopté, c'est au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il est vraiment adopté par les pays. Et donc, si on regarde, par exemple, regardons l'accord de Paris, le 5e rapport du GIEC est adopté, et donc on arrive à la Convention climat, disons à la COP, les pays, tout le monde part de cette base, donc de connaissances. Alors après, il peut y avoir d'autres experts, mais disons, il y a une base commune de connaissances. Et si on n'avait pas ce processus, on n'aurait jamais de conférence climat, ça commencerait par discuter de la réalité du changement, des mesures. Et là, une fois, comme ce sont les mêmes, ou je dirais souvent leurs frères, enfin ce sont des gens des ministères qui sont à la fois, qui représentent, disons, souvent d'ailleurs les mêmes, des fois on retrouve les mêmes, entre ceux qui représentent l'État, leur pays à l'approbation des rapports du GIEC et ceux qui les représentent aux conférences climat, bon, ce sont les mêmes ou leurs collègues des ministères. Et ben, une fois qu'ils l'ont adopté, eh bien, voilà, c'est très fort. Et sans ce mécanisme d'adoption, eh bien, on n'aurait pas cette limpidité. Alors après, il y a d'autres problèmes, mais en tout cas, bon, il y a eu des fois des remises en cause. Une fois à Copenhague, bon, mais voilà. Mais quand on regarde l'accord de Paris, en gros, utilise complètement les chiffres du GIEC et tout, et donc ça, personne ne peut contester. Et donc, je pense que c'est une force, moi. C'est un peu ça que j'aime bien dire souvent. Alors bon, dernière question. Récemment, une centaine de chercheurs français, notamment du CNRS et du CEA, et de la météo, ont travaillé à l'élaboration de 2 modèles climatiques, prévoyant pour le plus pessimisme la hausse des températures moyennes globales atteignant 6 à 7 degrés en 2100. Ouais. Est-ce que vous faisiez partie de cette commission? Non. Non. Alors je discute avec... Non, mais bien sûr, donc j'ai été... Bon, ouais, bien sûr. Enfin, disons, en France, on a 2 modèles, donc... le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace, et puis celui de Météo France. D'ailleurs, on travaille beaucoup ensemble, et donc moi-même, j'ai été... disons, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, je crois, 2001 à 2008. Ensuite, ça a été Hervé Le Treut, et puis ensuite, maintenant, c'est Robert Vautard. Voilà, donc bien sûr, ça m'a intéressé, mais je ne suis pas directement impliqué dans disons, ce qu'on appelle le pôle modélisation de l'Institut Pierre-Simon Laplace, mais bien sûr, j'ai discuté, et même eux, alors, justement, j'attends de voir la synthèse justement, ça va sortir très bientôt maintenant, l'an prochain. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir, effectivement, il y a une trentaine de modèles autour de la planète, mais bon, la première réaction est à dire, tant qu'on ne comprend pas pourquoi on obtient ça, on essaye, disons, il faut bon, disons, je ne dis pas qu'ils ne sont pas du tout sceptiques sur les résultats, mais ils aimeraient bien comprendre, et ils ne comprennent pas vraiment encore pourquoi il y a des valeurs si élevées, plus élevées que les 5, ou enfin pratiquement 1 degré plus élevé, disons, que dans le précédent. Parce qu'on est arrivé aussi à pas loin de 6 dans l'extrême. Donc voilà, pour le moment, donc, par rapport à ça, eh bien, moi j'attends une véritable synthèse qui va être celle qui va être faite dans le GIEC. Aussi, il n'y aura pas qu'une synthèse, il y aura probablement une explication. Mais bon, moi, disons, il n'y a pas, pour le moment, c'était plutôt une surprise pour eux d'avoir 1 degré de plus. Et voilà, donc moi j'en suis là, mais ça m'a intéressé et je vais regarder avec attention. D'accord, allez, une dernière question, je ne vous embête pas après. En ce qui concerne les actions, en fait, il y a plusieurs niveaux d'actions. Il y a les actions au niveau du particulier, les actions au niveau des entreprises, les actions au niveau des collectivités, et puis les actions au niveau de l'État. Est-ce que vous auriez disons, une action, si vous en aviez qu'une à choisir, pour les particuliers, pour les entreprises? Ah ben, moi pour les entreprises, je suis, comme je vais assez souvent dans l'entreprise, quel que soit le secteur, ce que je recommande, non, ce que je leur dis, c'est d'intégrer cette réalité du réchauffement climatique dans leur modèle de développement, dans leur perspective, c'est vraiment de l'intégrer complètement. Donc le conseil, bon, il y a de plus en plus qui le font, y compris dans le secteur financier, mais
moi, ce que je dis aux gens, il n'y a pas un secteur d'activité qui peut se dire le réchauffement climatique, c'est pas mon affaire. Là, donc, alors après, ça peut... Bon, évidemment, la semaine prochaine, je vais chez Amundi, on discute aussi sur ce que pourraient faire bon, je pense que c'est très clair pour... disons, le système financier a un rôle très important à jouer, on le voit bien. Donc ensuite, évidemment, il y a... Bon, j'ai eu l'occasion d'interagir avec Pouyanné d'un côté. Bon, quand vous discutez avec De Chalandard, c'est plus facile. Pour lui, disons, d'assurer Saint-Gobain, c'est plus facile de s'engouffrer dans la transition énergétique, disons, que Pouyanné pour Total. On voit bien que, bon, mais voilà, mais tout doit intégrer cela. Et c'est un peu ça. Et disons, il m'arrive de discuter, évidemment. Voilà, donc ça, c'est ça. Disons, pour l'État, moi, je pense que l'État a joué son... Ben, l'État, le rôle de l'État, pour moi, donc, c'est au niveau international de s'impliquer dans un accord ambitieux, ce qu'a fait la France. L'accord de Paris, c'est quand même pas mal. Ensuite, de décliner au niveau national à travers des lois, ça peut être des lois, ça peut être des normes, ça peut être enfin des outils financiers, voilà. Mais en tout cas, faire que les choses se passent. Donc là, on voit bien que l'État admet qu'ils ont du retard. Mais la réalité, quand même, de tous les jours, quand on va parler de transport, de logement, même de la partie, disons, se nourrir, c'est quand même... Bon, transport et logement, c'est largement les collectivités, les métropoles. Donc elles ont à jouer un rôle. C'est pas le rôle de l'État d'aller voir dans les détails. Moi, je pense qu'on devrait donner plus Et dans le cas d'adaptation, par exemple, ça va varier d'une région à l'autre. Donc on devrait donner de plus en plus disons finalement des coups des franches aux régions dans ce domaine. Donc voilà ce que je pense. C'est au niveau des grandes régions, voilà, donc c'est pas forcément le rôle de l'État. Et puis, moi, quelque chose qui est très important et dans lequel je vais m'appliquer, donc je me suis déjà pas mal appliqué, c'est l'éducation. Le système éducatif a un rôle extrêmement important à jouer, qu'il faut jamais oublier. Donc là, grâce à je me suis appliqué dans l'office sur le Climate Education qui a été mis en place par Pierre Lénat. Là, je viens d'accepter, je crois que la ministre annoncera demain matin, elle est chez Jean-Jacques Bourdin, elle annoncera que Jean Jouzel a accepté de présider un comité. Donc là, ça va être comment peut-on enseigner, en tout cas, peut-être pas enseigner, mais en tout cas sensibiliser tous ces grands esprits brillants des grandes écoles et des universités, du système d'enseignement supérieur au problème du réchauffement climatique et de l'environnement en général. Disons, c'est incroyable. Il y a des gens, disons, dans nos écoles de commerce, ils ne savent pas en dire un mot, même pas en tant qu'honnête homme. C'est incroyable. Donc voilà, donc ça, j'ai accepté de faire ça va se faire. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. Disons, au moins que les gens sachent de quoi on parle, c'est pas... donc voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Un grand merci.